et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Isermag, l'émission qui se jette à corps perdu dans le magazine Isermag pour en ressortir en images quelques-uns des meilleurs sujets. Le dossier de ce numéro 43 est consacré à la culture et au spectacle. C'est pourquoi je me trouve ici devant la MC2 de Grenoble, la première maison de la culture inaugurée en 1968 par le ministre de la Culture de l'époque, l'écrivain André Malraux, le vice-président en charge de la culture et du patrimoine au département, Patrick Curteau, n'est pas très loin. Mais avant de le rejoindre, on jette un œil au sommaire. Le département investit 7 millions d'euros et donne des ailes à l'ENAC. Attenant à l'aéroport Grenoble-Alpes-Isère, l'École nationale de l'aviation civile modernise son centre de formation et bénéficie de nouveaux locaux. 4 unités mitoyennes qui comprennent un pôle d'hébergement, un atelier, un hangar, des salles de cours et des simulateurs de vol. Éplucher, laver, découper. Avant de passer à la casserole, les légumes, les fruits et même les légumineuses sont préparés par l'équipe d'Abbé Épluche. La légumerie se fournit principalement chez les maraîchers de l'Isère pour leur permettre d'avoir accès au marché de la restauration collective. Le département est leur premier client. Et puis prenez de la hauteur grâce à la nouvelle exposition permanente du musée dauphinois. Les Alpins racontent 7000 ans d'histoire au travers d'objets plus ou moins insolites. Une statuette du diable, le piolet de Gaspard de la Mège ou encore des cartes postales kitsch. Et puis aussi des vidéos pour se plonger dans le quotidien des habitants. Bonjour Patrick Curteau. Bonjour. On vient donc de s'installer confortablement dans une des salles de la MC2, cette fameuse salle d'où tout est parti un petit peu pour la culture en Isère en 1968. Alors les temps ont bien changé. Depuis 2015, le département s'engage pour la culture et singulièrement le spectacle. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout simplement parce qu'on part du principe qu'il y a toute une partie du département qui est quelquefois oubliée dans l'organisation du spectacle vivant. Et notre principe dès le départ, dès qu'on a été élu en 2015 avec Jean-Pierre Darvier, c'était de dire la culture pour tous et la culture partout. C'est-à-dire pas uniquement à Grenoble, à Bourgoin, à Vienne, dans le Pays roussillonnais, etc., mais également dans les zones de montagne, dans les zones rurales, où il est plus difficile pour les habitants de se rendre dans une activité, d'aller dans un spectacle, ne serait-ce que d'aller au cinéma, parce que souvent les cinémas, il n'y en a pas, mais d'aller à un concert, d'aller assister à un spectacle théâtral. Et l'idée, c'était de dire, au lieu de faire en sorte que les gens aient des difficultés ou ne puissent pas prendre leur voiture pour venir à Grenoble, pour venir à Vienne ou ailleurs, c'était d'amener le spectacle vivant dans leur territoire, dans leur commune, justement en lien, en collaboration, en partenariat avec ou les communes ou les intercommunalités. Pourquoi c'est important que les Isérois puissent aller au spectacle? Qu'est-ce que ça apporte, le spectacle, la culture dans la vie? On appelle ça le spectacle vivant. Donc le spectacle vivant, c'est la vie. Et je ne vois pas pourquoi, et on ne voit pas pourquoi certains pourraient profiter justement de ce spectacle vivant et pas d'autres. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place tout un tas de dispositifs pour faciliter justement la vie des 1 300 000 Isérois. Alors ils ne vont peut-être pas tous au spectacle, mais au moins de leur permettre d'y aller le plus souvent possible. Alors on va voir comment ça se manifeste financièrement, d'abord avec une enveloppe assez importante, conséquente. Une enveloppe conséquente, on consacre au spectacle vivant, notamment en 2023, on a consacré 23 millions d'euros. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et sur ces 23 millions d'euros, ça comprend aussi bien les concerts, ça comprend les spectacles de théâtre, ça comprend les spectacles de danse, etc. Avec des dispositifs totalement différents en fonction justement des besoins des territoires et éventuellement des besoins des habitants. Alors, ça permet d'aller à la rencontre des habitants, des scolaires aussi, tout ce que vous avez mis en place, et dans les EHPAD. Alors, dans les EHPAD, c'est un peu plus compliqué parce que c'est surtout à la demande des responsables, des directeurs ou directrices d'EHPAD et éventuellement des familles aussi. Mais on a mis en place un système qui permet justement, par des financements auprès de compagnies théâtrales ou compagnies de danse, compagnies différentes esthétiques artistiques, d'aller justement à tel ou tel endroit en apportant un financement, notamment pour les compagnies en résidence de territoire, sur 3 ans. Et quand ces compagnies travaillent également avec des collèges, il y a entre guillemets un bonus financier pour permettre justement à ces compagnies d'aller dans 1, 2 ou 3 collèges de leur territoire, du territoire dans lequel ils vont travailler pendant ces 3 années. C'est important ces aides à la création parce qu'on le sait, la vie d'artiste est pleine d'incertitudes.
Alors, non seulement la vie d'artiste est pleine d'incertitudes, mais tous ceux qui travaillent avec les artistes aussi sont pleins d'incertitudes. Ce sont les intermittents du spectacle. Et ceux-ci, on ne les oublie pas. Mais pour revenir justement aux artistes eux-mêmes, si on n'avait pas mis en place ces dispositifs, peut-être que certains seraient partis ailleurs, dans d'autres départements de France, où on n'aurait tout simplement pas la possibilité de se produire, de présenter des spectacles. Et nous ne faisons appel qu'à des comédiens, qu'à des artistes professionnel. C'est important parce que l'amateur, il a le droit d'exister, mais l'amateur, c'est pas son métier. Vous avez aussi des aides à la diffusion. Il y a une quarantaine d'équipements ou de saisons culturelles qui sont financés. Et puis il y a 12 salles de spectacle identifiées comme scènes ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ces scènes ressources, donc il y en a un peu partout dans le département. Bon, la MC2 en fait partie, le théâtre François pour Saravienne, le théâtre du Velin à Villefontaine, la Rampe à Échirolles, etc. Donc ce sont des lieux où il y a une garantie d'avoir un travail qui est fait en amont entre le lieu de diffusion et les compagnies, justement pour garantir en quelque sorte la qualité et garantir le fait qu'ils vont s'adresser également à toutes sortes de publics et pas seulement à leur public habituel. Il est important de s'adresser aux plus jeunes, de s'adresser aux gens plus âgés, éventuellement, alors pas forcément en EHPAD, mais de faciliter aussi la venue dans un lieu de spectacle, dans un théâtre, de spectateurs d'un autre âge, d'un certain âge, qui ont des difficultés parfois à se déplacer. Et à ce moment-là, les lieux de diffusion organisent leur déplacement. Et puis ces spectacles, en fait, il y a aussi tout ce qui va autour, avec la répétition. Les artistes s'installent pendant plusieurs jours dans un village. Ça fait aussi vivre le village, tout ça. Alors ça, c'est un autre type de résidence. C'est peut être une résidence sur quelques jours pendant l'été, par exemple, dans le cadre d'un festival. On a en Isère pratiquement 85 festivals. Alors on a les grosses machines, Jazz à Vienne, le festival Berlioz, mais on a aussi de petits festivals qui vivent grâce justement au travail qui est fait dans ces communes, dans les communes rurales, les communes de montagne de l'Isère. Donc vous aidez un certain nombre de festivals qui se passent souvent l'été, mais pas que. Oui, la plupart ont lieu l'été naturellement, mais c'est vrai qu'il est important d'aider ce type d'activité, parce que en plus il y a un impact économique quand on organise un festival, même un festival de petite taille dans un territoire rural, il y a automatiquement une attractivité sur ce festival et ça génère une activité économique également. Alors on a parlé de la musique, du théâtre, de la danse, les arts visuels ne sont pas oubliés non plus, le cinéma? Alors les arts visuels ne sont pas oubliés, le cinéma d'ailleurs, je ne sais pas si on a pu voir ces derniers temps, il y a eu l'ouverture d'une salle après sa rénovation à Beaurepaire. Prochainement il va y avoir l'ouverture d'un cinéma donc rénové, reconstruit au péage de Roussillon. Ça a mis un certain temps, mais ça se fait et c'est important d'avoir ça sur les territoires. En matière de spectacle visuel, on va dire d'art visuel exactement, on a aussi ce qu'on fait en matière d'art contemporain. En Isère, on a à peu près une douzaine de salles dédiées à l'art contemporain. On les aide toutes à un niveau plus ou moins différent et on consacre à peu près pas loin d'1 million d'euros chaque année justement à aider l'art contemporain avec la création depuis maintenant 5 ans d'un prix départemental d'art contemporain en lien avec le lieu de résidence artistique Molly Sabata qui se trouve à Sablon. Quand vous vous rendez dans les salles, sur les festivals, sur ces événements, est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi votre pari, Patrick Curteau? Quand on voit le sourire des gens, ça suffit. Le sourire des spectateurs, ça suffit. On se dit, alors les organisateurs du festival, ils ont gagné, mais nous aussi, on a gagné dans le soutien qu'on apporte à l'art vivant. Merci beaucoup, Patrick Curteau. Merci à vous. Une partie de la politique du département en faveur du spectacle vivant est confiée à Aïda, qui organise les Alléchantes, le festival Berlioz ou encore le concours international Olivier Messiaen, qui met à l'honneur des jeunes pianistes du monde entier et la musique du XXe siècle. Il s'est tenu très récemment dans ce magnifique auditorium à l'acoustique incroyable et cette année, c'est un Français, Orlando Bass, qui a remporté le premier prix. Et là, on vient d'assister à une petite séance d'accordage du piano de l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort qui va se produire dans quelques heures.
qui est bien grâce à la culture, c'est que ça permet aussi de voyager. Après Francfort, juste derrière moi, c'est une troupe franco-brésilienne qui répète. Le collectif artistique Spectrolab, dont une partie a donc traversé l'Atlantique pour venir se produire en Isère et très certainement en avion. Des futurs pilotes se forment actuellement sur le site de l'aéroport Grenoble-Isère, où l'École nationale de l'aviation civile de Grenoble entame une nouvelle ère. Créé il y a près de 50 ans, le site isérois de l'ENAC passe du nord de l'aéroport au sud avec de nouveaux bâtiments, un centre de formation, un lieu d'hébergement, le tout avec vue sur la piste et le ciel, et dans lequel le département de l'Isère a investi 7 millions d'euros. Voyez le reportage de Jérémy Pinard. C'était un rêve d'enfant. Devenir pilote est désormais une réalité pour les élèves de l'ENAC. Située sur l'aéroport de Grenoble-Isère, l'École nationale d'aviation civile forme depuis 1975 des pilotes de ligne, de l'armée de l'air et des cadets d'Air France. Ici, on est essentiellement sur la formation pilotage. Il y a une spécificité à Grenoble, par contre, c'est là où nous on fait tout ce qui va être sensibilisation, qualification au vol montagne, évidemment. Hein. Là où on est placé, on a des avions pour faire ça. Donc le vol montagne, ça restera la spécialité, une spécificité de Grenoble-Isère. Avant de voler au grand air, les élèves devront passer par le simulateur Plus vrai que nature. Lieu, météo, modèle d'avion, panne accidentelle, tout est modulable pour mettre les élèves dans des conditions réelles. Mettre l'élève aussi dans une vraie situation de vol qu'il n'aura pas à découvrir, mais qu'on lui enseigne et qui va lui permettre plus tard d'être plus performant pour gérer des situations un peu anodines. C'est la grosse différence. Donc ça fait gagner du temps, ce qui va permettre de faire beaucoup plus de procédures dans le simulateur que dans la vraie vie. Alors que l'ENAC de Grenoble était menacé de fermeture en 2017 car trop vétuste et trop coûteux, l'État et les collectivités ont mis la main à la poche pour sauver le site. Un investissement de 15 millions d'euros qui a permis de construire un nouveau centre accompagné de sa résidence étudiante. Pour le département, et en tout cas pour la majorité du département, aujourd'hui, nous souhaitons conserver ce centre, nous en sommes fiers. Je le rappelle, c'est une école d'excellence, donc nous sommes très heureux de l'avoir sur le site de l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère, et aussi parce que cela permet d'avoir un aéroport qui continue sa mission commerciale. Avec une petite révolution technologique et écologique, un avion électrique. Le Vélis Electro, plus léger, moins bruyant, moins polluant, devrait progressivement remplacer tous les appareils de l'école. C'est d'ailleurs le seul certifié au monde. Alors pas le seul modèle, parce qu'il y en a de nombreux modèles construits comme celui-ci, mais c'est le seul certifié qui permet donc de faire de l'école en aéroclub, en école de pilotage. L'ENAC de Grenoble compte parmi les 9 sites présents dans toute la France et représente à ce jour encore 50% de l'activité de l'aéroport. On s'installe à présent à la cantine de la MC2 pour parler légumes, mais aussi légumineuses, des produits sains locaux à faible impact environnemental qui, grâce au partenariat du département et d'Abbé et Pluche, font le bonheur des collégiens du Sud-Isère. Abbé et Pluche, c'est la première légumerie de France. Elle est installée au Fontanil Cornillon. Présentation avec Mirko Pesci. Potimarron, carottes et choux, les légumes d'hiver sont dans toutes les cantines iséroises. Mais avant d'être servi, le légume brut est traité par Abbé et Pluche. Créée en 2012, la légumerie du Fontanil Cornillon a pour but de tisser un lien entre les producteurs locaux et les cuisines collectives. C'est vraiment un travail qui va vraiment de la source, c'est-à-dire du producteur, qui nous amène ses légumes lui-même ici. Nous ensuite, on va les stocker, on va les éplucher, les laver, les couper, les conditionner et les renvoyer dans les cantines. On a tous nos légumes de garde qui sont là. C'est la plus grosse période pour nous, paradoxalement, l'hiver de légumes, puisque c'est là où on a le plus de légumes. Au printemps, on a peu de légumes parce que tous les légumes de garde sont épuisés. Alors pour travailler toute l'année, l'entreprise a lancé une conserverie et y prépare des légumineuses. Riches en protéines, elles peuvent remplacer la viande pour les menus végétariens. La légumerie encourage les agriculteurs isérois à cultiver des légumineuses et souhaite même développer une filière. Pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, flageolets, c'est toutes des choses qui sont difficiles à préparer en cantine quand on veut les faire en sec, puisqu'il y a une phase de trempage, et donc qui est très très longue. Et nous, avec le process qu'on a mis au point, en fait, on peut passer vraiment du sec à une légumineuse prête à être utilisée dans les cantines.
En 4 heures, la légumerie prépare 96 kg de haricots rouges. Chaque jour, leurs produits permettent de préparer 25 000 repas. Des petits producteurs aux structures plus importantes, AB Épluche s'approvisionne auprès de 40 producteurs de l'Isère et des départements limitrophes. Nous avons au moins 2 ou 3 producteurs par légume pour éviter les aléas climatiques et avoir les volumes nécessaires lors des gros pics. Nous avons des producteurs locaux pour des clients locaux. Nous avons donc les collèges mutualisés du département. Donc on en a à Saint-Égrève, à Échirolles. On a aussi la ville de Grenoble qui nous commande. Tout cela, c'est Mangeot et Bio-Isère qui commercialise nos produits. Le plus gros client de la légumerie est le département qui fournit 5 cuisines collectives. AB Épluche emploie 12 salariés et transforme 250 tonnes de légumes par an. La légumerie espère très prochainement se lancer aussi dans les coulis de tomates et les compotes de pommes. J'en connais qui vont se régaler. Mais en hiver, ce ne sont pas les épluchures qui tombent du ciel, mais bien la neige qui compote sur les routes. Pour déneiger et traiter le verglas sur les 4680 km de route dont il a la charge, dont 1000 km situés à plus de 800 mètres d'altitude, le département mobilise du 15 novembre au 15 mars 300 agents et 100 employés saisonniers, des agents et entreprises prestataires qui sont formés pour mieux connaître les caractéristiques des produits de salage utilisés et optimiser les quantités répandues. Le département de l'Isère a d'ailleurs lancé une grande campagne de communication cet automne pour sensibiliser les usagers de la route à la sécurité des agents toute l'année, pas seulement l'hiver. Vous les croisez parce qu'ils travaillent pour votre sécurité. Alors veillez à la leur grâce à un comportement et à une vitesse adaptée parce que la vie d'autrui, la santé d'autrui ne vaudront jamais les quelques minutes gagnées sur la route. Bonjour Arnaud Meunier. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la MC2. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette belle maison et dans votre très beau bureau. On va parler un petit peu de ce qui fait vivre la MC2. Vous accueillez énormément de spectacles chaque année, un petit peu pour tous les publics. Sur une saison, il y a à peu près combien de spectacles ? Environ 80 spectacles. Environ 80 spectacles, toutes les disciplines, théâtre, danse, cirque, musique, concert, musique plutôt classique. Voilà, on essaye d'avoir un paysage et un panorama, on va dire, de tout le spectacle vivant. Des spectacles qui font venir de plus en plus de spectateurs, je crois. Absolument, on s'en réjouit. Effectivement, on a une très très belle dynamique de fréquentation en ce moment. On a retrouvé des chiffres de fréquentation que la maison n'avait pas connus depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est évidemment une très très bonne nouvelle, surtout que ces publics, on les a beaucoup attendus après la sortie de la pandémie, où on sait que les lieux de culture avaient été durement touchés. Et donc c'est vrai que ça a fait plaisir de retrouver les publics et la fidélité aussi des publics. On a tout mis en œuvre pour que chacune et chacun puisse entrer si on n'a pas l'habitude de fréquenter cette maison de la culture et aussi puisse y revenir. Voilà. Donc on a essayé d'avoir une gamme de tarifs qui a maintenant été complètement repensée à peu près pour tout le monde et de faire que cette maison soit vraiment une maison pour toutes et pour tous. Alors la maison de la culture, elle ouvre ses portes, elle ouvre ses fenêtres. C'est pas tant qu'on se sente pas bien ici ou à l'étroit, mais vous avez décidé aussi de vous exporter un peu partout en Isère, d'aller à la rencontre d'autres publics. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors en fait, quand je suis arrivé, la maison avait déjà commencé ce travail de tournée en Isère. Moi, j'ai souhaité le développer et aussi en faire un lieu de création. C'est-à-dire que la saison dernière, on a créé un spectacle dans un village du nord de l'Isère, à Saint-Baudille-de-la-Tour. C'était le jour J de Mademoiselle B. C'était des artistes brésiliens et basques. Et pourquoi ? Parce que, en fait, la question, c'est de se dire...
Qu'est-ce qui fait qu'on a envie à un moment donné de voir un spectacle? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à quelque chose dont on n'a jamais entendu parler? Que la télévision a, voilà, si c'est pas un artiste mainstream, si c'est pas un artiste qu'on a vu passer à la télé ou entendu à la radio, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on, voilà. Et le lien avec les gens, le lien interindividuel, la rencontre, en fait, c'est la chose la plus forte qu'on puisse proposer. Et la création, ça crée forcément du lien, parce que voir une équipe en train de répéter, en train de finaliser son spectacle, créer des relations avec les gens. Hein. Si vous êtes en répétition pendant 3 semaines, ben, vous allez chez le boulanger du coin, chez le boucher. Vous travaillez avec les écoles, par exemple, qui sont autour de vous, notamment les écoles primaires, les collèges, qui sont en général sur les territoires ruraux. Et donc ces relations, on peut espérer qu'elles vont se développer et puis qu'elles vont créer de la curiosité mutuelle. Et puis aussi, c'est l'idée d'aller vers ce qu'on appelle des zones blanches, c'est-à-dire aussi des territoires qui ne sont pas munis de théâtre, qui n'ont pas de salle municipale, qui, de manière aussi à ce que ce qu'on appelle les politiques culturelles, eh bien, on incite les élus qui sont sur place, les élus locaux, à s'y intéresser. Et donc, c'est une sorte d'échange de bons procédés d'une certaine manière et qui fait que, bah, après, on peut espérer qu'en retour, ces publics-là viendront à Grenoble, viendront à la MC2 et au-delà de ça, auront envie de continuer dans leur propre village une politique de programmation culturelle. Alors pour cette saison, qu'est-ce que propose la MC2 hors les murs en Isère? Alors il y a 3 spectacles, donc la reprise de notre production sur le jour J de Mademoiselle B, qui est un spectacle qu'on peut voir en famille à partir de 7-8 ans, voilà, qui est vraiment un spectacle sur l'amour du théâtre, ce que c'est que le théâtre, les coulisses, les légendes, etc. C'est très haut en couleur, c'est des artistes effectivement brésiliens très doués, ils chantent, ils jouent, donc voilà, c'est une sorte de comédie musicale, on va dire. Ça, c'est le premier spectacle, donc une production de la MC2, donc ça veut dire qu'on le joue ici, mais on le joue ailleurs. Hein, c'est aussi une de nos ambitions, c'est d'aller jouer, voilà, on va jouer en Suisse, on va jouer en Drôme, en Ardèche, on a joué à Paris pendant 1 mois, etc. Le deuxième spectacle, c'est un spectacle autour du Larzac, et là, c'est très simple, c'est un acteur, tout simple. C'est une table, une chaise, un acteur. Et en fait, il raconte l'histoire de la collectivisation de ces terres et d'une forme d'utopie concrète, puisque ce sont des terres dont personne n'est propriétaire et qu'on a le droit d'occuper le temps d'une vie. Et qu'on le transmet ensuite à une jeune agricultrice ou à un jeune agriculteur, puis une sorte de jury qui choisit qui c'est qui va venir. Donc, en fait, il raconte d'autres façons de fonctionner en société. Et, il avait fait un très beau spectacle auparavant qui s'appelait 1336, qui racontait la lutte des frères libres contre le géant Unilever. Et donc là, il raconte cette histoire du Larzac, et ça, c'est aussi un beau rendez-vous. Le troisième spectacle, c'est un spectacle qui a été produit par la Scène nationale de Sète. Ça s'appelle La Truelle. C'est une pièce de Fabrice Mecchio, qui est un des auteurs français les plus joués, les plus traduits dans le monde entier, et qui raconte aussi une sorte d'histoire de la mafia. Donc, moi, je suis grenoblois depuis pas très très longtemps, mais j'ai trouvé que c'était pas complètement inintéressant de s'intéresser à l'histoire de la mafia. Merci beaucoup Arnaud Meunier. Quel programme, en tout cas, ça donne vraiment envie. Alors savez-vous que des histoires, on peut aussi en découvrir dans une salle de spectacle, mais aussi au musée dauphinois. Et quelles histoires? Celles des Alpins. 3 ans de chantier auront été nécessaires pour compter ces 7000 ans d'évolution. Une expo qui démarre au néolithique dans les pas des premiers bergers jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, puis le XXe siècle, entre guerre, révolution et grands défis de la montagne. C'est un reportage de Lina Badreddine. C'est une synthèse de l'histoire des Alpes depuis les premières sédentarisations à nos jours. L'exposition Alpin, 7000 ans d'histoire, témoigne de l'évolution et de l'adaptation des sociétés dans cet environnement d'altitude qui, malgré ses montagnes, était loin d'être un espace clos. Elle propose pour le découvrir cette carte interactive par exemple. En relief, elle rend compte de l'importance des massifs et raconte l'histoire des mobilités dans les Alpes. Cet espace alpin n'a pas empêché, cette montagne n'a pas empêché les populations de se rencontrer, de traverser ces territoires d'altitude pour des raisons à la fois migratoires, pour aller s'installer de l'autre côté, pour aussi aller travailler de temps à autre. On parle des saisonniers encore aujourd'hui. Eh bien, il y avait une migration saisonnière dans les Alpes qui est très ancienne. Et puis aussi parce qu'il y a des voies commerciales à travers les Alpes qui existent depuis fort longtemps, mais que ces voies ont profité aussi aux armées qui les ont traversées, ne serait-ce qu'à l'époque romaine,
ou encore à l'époque napoléonienne. Et pour que même les enfants puissent connaître et comprendre l'environnement qui les entoure, Charlotte, une jeune bergère, et son chien accompagnent le jeune public tout au long de l'exposition. Alpin, 7000 ans d'histoire, c'est aussi la promesse de découvrir les modes de vie d'autrefois, grandeur nature. Nous sommes ici en fait pour proposer aux visiteurs entre guillemets, une photographie des modes de vie d'autrefois, de ces populations qui vivaient dans les territoires d'altitude, avec notamment des objets qui sont emblématiques des collections du musée dauphinois. Je pense à ce trinque-balle, ce chariot qui servait notamment à transporter les foins, et puis le coffre de charité qui est une autre pièce emblématique qui rappelle aussi l'organisation communautaire, l'entraide des populations de montagne vis-à-vis des plus nécessiteux. 7000 ans d'histoire, c'est aussi la montagne contemporaine du XXe siècle et du XXIe siècle, avec les Jeux Olympiques de Grenoble par exemple, et bien d'autres choses à découvrir au musée dauphinois. Pour satisfaire les nombreux visiteurs qui viennent découvrir notre département chaque année, cette exposition est entièrement bilingue, anglais et français. D'autres rendez-vous plus sportifs à découvrir dans l'agenda. Elle compte parmi les courses de ski de fond en France les plus célèbres. La Foulée Blanche revient sur le plateau du Vercors du 24 au 28 janvier. De 5 à 42 km, l'événement rassemble chaque année sur le domaine nordique d'Autran-Méaudre des milliers de pratiquants, du débutant à l'élite. Foulée des enfants, des jeunes, des seniors, Foulée Blanche en solo ou en relais. Et dans la foulée, le défi hivernal pour participer à votre rythme. Après le skating, le mushing, 65 mushers et leurs 600 chiens athlètes se donnent rendez-vous pour la Grande Odyssée en janvier. Une compétition sportive hors norme où les concurrents devront parcourir 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif. Elle s'achèvera en Isère avec 3 étapes, au Sept-Lô le 23 janvier, au Col de Porte le 24 et à Villard-de-Lans le 25 pour le final. Le niveau de cette 20e édition est très relevé avec 8 nations représentées. Dépoter, repoter, ce n'est pas du jardinage mais du ski alpinisme. La belle étoile qui brille au firmament des courses, c'est les 27 et 28 janvier sur les plus beaux parcours de Beldon au Sept-Lô-Pipé. Jusqu'à 5000 mètres de dénivelé positif pour les meilleurs. On part à 2, on arrive à 2. La belle étoile est qualificative pour les épreuves de la grande course, dont la Pierramenta. C'est vous dire s'il y a du niveau. Dans le même temps, le département et le Grésivaudan reconduisent pour la 2e année la rando étoilée. En nocturne, mais sur des parcours aménagés, elle s'adresse là à tous les pratiquants de ski de randonnée. Départ samedi à 18h de Pipé. Pour participer, vous devez vous inscrire et être muni d'un équipement de ski de rando et d'un casque avec frontal. Un système de navette sera proposé depuis la plaine. Plus d'infos, plus de découvertes dans ce numéro d'Isère Mag, disponible à l'hôtel du département et aussi dans les maisons du département et bien sûr sur le site internet isère.fr. Très belle fin de journée et à très bientôt.